Retour en France avec la santé et un sujet qui émerge depuis quelques années, le stress des cadres au travail. Il serait devenu la deuxième source de maladies professionnelles. Il ne s'agit pas spécialement de harcèlement. La charge de travail est souvent en cause, le devoir de performance aussi. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry et Éric Delagneau. Jean-Marie Tassi est patron d'une agence de communication. Donc ici, c'est la partie plus détente de l'entreprise. Et la partie détente, c'est l'atout charme de l'entreprise aujourd'hui dans ces milieux de la com et du web. Un coin cosy, histoire de se sentir au travail comme à la maison. Ambiance, copain-copain. À l'étage, c'est l'open space. Pas de cloison entre les bureaux, il faut que l'information circule. Ici, on a donc le pôle projet qui est en contact directement avec la clientèle. Moyenne d'âge des cadres, 27 ans. Style résolument décontracté. Qui n'a pas eu encore son rhume? Le patron, on l'appelle JM. Chacun le tutoie et il tutoie tout le monde. On pourra apporter une réponse appropriée, j'espère. Mais attention, trompe-l'œil, en réalité JM est un redoutable manager. La devise, c'est action, rectification, accélération. On fait quelque chose, même si c'est pas parfait. Rectification. Voilà, on regarde ce qui n'est pas parfait, on corrige, on améliore. Et accélération. Et donc, une fois qu'on a amélioré, on enclenche la seconde vitesse. Ça laisse pas de place au coup de mou, ça. Hein. Bah, disons que non, ça laisse pas trop de place pour les coups de mou. Le monde de la performance, des cadres ultra flexibles, ultra réactifs et au final, ultra carbonisés. C'est ce qu'ont vécu pendant 10 ans les deux auteurs de l'Open Space Matué, chronique douce amère sur les cadres trentenaires. Ce qui fait craquer les gens, c'est qu'ils travaillent sous pression dans l'urgence. Et comme il faut qu'ils aient toujours l'air enthousiastes, s'ils ont un jour où ça va moins, ils ne peuvent pas le montrer. Donc ils ont de la souffrance intériorisée. Donc ils vont rentrer chez eux en disant rien sur leur lieu de travail et prendre des antidépresseurs pour tenir. Tenir, ils étaient formatés pour. Bardés de diplômes, très bien payés, ils ont joué le jeu. Sur un bien qu'il y en a plein qui ont envie de changer complètement de mode de vie. Avant de tomber de haut. Ils sont allés faire instituteur. Finalement, tu es contente parce que tu fais de passer les nuits au bureau, de dire que tu n'as pas le temps parce que tu as vraiment trop de boulot, d'être là à répondre nuit et jour à tous tes mails. Et un jour, au bout de 4 ans, elle s'est effondrée, à 28 ans seulement. Le corps a dit stop. Malaise après une réunion avec New York. Enfin, c'était une de ces nuits ridicules. Ouais. Réveillée. Il y a les pompiers qui sont venus et tout ça. Pompiers, réveillés aux urgences, 3 semaines de cœur de sommeil. Aujourd'hui, c'est la moitié des cadres, 53% qui jugent leur travail très stressant. Et le stress, ça peut aller jusqu'au suicide. C'est précisément ce qui est arrivé dans une agence de la BNP en janvier dernier. Un conseiller financier s'est tué parce qu'il ne parvenait plus à atteindre ses objectifs de vente. De réalisation à la date du 20 octobre. Pour ces deux syndicalistes, les objectifs, c'est ce qui fait souffrir les cadres. Tous ceux qui sont au-dessus sont en jaune. Imposés en début d'année à chaque commercial, ils sont quantifiés semaine après semaine. En jaune, les commerciaux qui vendent bien, en rose, les moins beaux. Et alors là, on a un champion. Donc lui, il est en vert fluo. On doit vendre sur un rendez-vous 2-3 produits minimum. Si on fait moins, il y a des moyennes qui sont établies comme bien. Quels que soient les clients qu'on a en face de soi, à certaines périodes, on est obligé de lui proposer tel type de produit ou tel type de service, alors que c'est pas du tout ce qu'il vient chercher. Même quand on est bon, on est de toute façon mauvais. Pourquoi ? Parce qu'on invente toujours des performances supplémentaires, des points d'effort supplémentaires. Et pour évaluer les performances, la banque classe les salariés du premier au dernier chaque semaine. À la fin du trimestre, on prend les 3 meilleurs des meilleurs. Eux ont le droit au podium avec prime à la clé. Et les cadres qui en souffrent osent à peine en parler. Ce qui importe, si vous voulez, le management, c'est les objectifs à atteindre. Ce qui compte, c'est pas tellement les personnes qui sont en face, c'est ces objectifs. Et au fur et à mesure, si vous voulez, l'être humain est transparent. Vous disparaissez complètement. Le stress n'épargne aucun secteur d'activité au point que la justice s'en mêle. Depuis 2002, une loi impose à l'employeur de préserver ses salariés. Il a cette obligation de protéger la santé mentale des salariés. Et lorsque, effectivement, le juge considère, sur la base des éléments qui lui sont fournis, que l'organisation du travail qui est mise en place présente des risques pour la santé mentale, il est parfaitement dans son droit de suspendre cette organisation. Mais avant d'en arriver là, l'entreprise a une obligation, faire le diagnostic des risques psychosociaux, obligation à laquelle désormais, elle ne peut se soustraire.
Apprendre une langue étrangère comme s'il s'agissait de sa langue maternelle, c'est ce que propose l'école Kidzianos aux enfants. L'anglais, l'espagnol et l'allemand y sont enseignés de manière ludique dès l'âge d'1 an. Cette méthodologie qu'on essaye de répliquer l'apprentissage de la langue maternelle. Comment? Par le processus naturel d'acquisition d'une langue, c'est-à-dire d'abord par l'écoute. Après, on travaille la compréhension ici en classe. Et de cette façon, les enfants sont capables de parler et bien plus tard, écrire et lire. On s'est dit que c'était quelque chose d'original, de marrant pour les enfants, d'important pour eux, pour leur futur. L'année dernière, mon fils aîné est venu et a fait les cours toute l'année. À l'époque, je pensais que Sarah était un petit peu jeune, puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle était très intéressée par les cours de son frère. Les tout petits, des 0 jusqu'à 7 ans, un enfant, c'est comme une éponge. Donc, il va être capable d'assimiler une langue, 2 langues, 3 langues, plusieurs langues en même temps, de façon naturelle et spontanée. C'est-à-dire que ça ne va pas être comme nous, adultes, qu'on va apprendre une langue par la traduction, mais les tout petits, ils sont capables d'apprendre de façon parallèle plusieurs langues. Donc au contraire, c'est une facilité et c'est ce qu'on essaye de profiter ici. On profite de cette facilité qu'ils ont les enfants. Les enfants de 1 à 2 ans suivent les ateliers accompagnés d'un adulte. À partir de 3 ans, ils y participent sans leurs parents, mais toujours en petits groupes. Les activités sont adaptées à leur âge et à leur maturité. À travers des histoires, des jeux et des chansons, ils vont interagir avec le professeur. C'est l'immersion totale en anglais ou en espagnol ou bien en allemand. Ils vont faire différentes activités ludiques. Ça peut être par exemple des chansons de comptines, différents jeux de rôle, des mises en scène, de bingo, différentes activités pour travailler des objectifs qu'on se fixe depuis le début, donc tout autour d'un personnage. Donc en fonction de l'âge, il y a un personnage différent. Par exemple, les enfants de 3 ans, ils ont un personnage qui s'appelle Sam, et autour de ces personnages qui vivent les mêmes histoires qu'un enfant de 3 ans peut vivre. Donc les enfants vont comprendre et vont pouvoir assimiler la langue étrangère. Il y a un CD à écouter à la maison avec des comptines, on chante la chanson, il y a des dessins à faire. Après, elle le prend comme un jeu de parler à la maison anglais, de dire hello, goodbye, thank you, voilà, d'utiliser des petits termes comme ça. À la maison, on écoute le disque, donc ils chantent, ils dansent, c'est très rythmé, c'est très amusant pour eux. Ici, les enfants ne sont pas évalués, mais un bilan des apprentissages acquis est fait en tête-à-tête avec les parents à chaque trimestre. Chaque année, on a des objectifs que les enfants vont travailler pendant l'année. Et donc, on a constaté que les enfants qui étaient là, par exemple, l'année dernière, sont capables, donc, cette année, déjà de faire des constructions sans se rendre compte forcément qu'ils sont en train d'utiliser des formes grammaticales, des termes verbaux, donc sont en train d'utiliser le passé, le présent et peut-être le futur, mais eux-mêmes, ils le savent pas parce qu'on travaille par l'oral. Bien évidemment, comme on dit toujours, pour les langues vivantes, c'est la pratique qui est importante. Et on voit avec sa sœur qui est plus grande qu'elle, quand on s'amuse à leur faire parler de couleurs ou à parler de quelques mots anglais, sa sœur a un accent français typique des enfants qui apprennent à parler anglais, alors qu'elle, à 3 ans et demi, a un vrai accent anglais bien meilleur que le nôtre, donc je pense que ça lui fait beaucoup de bien. De nombreux organismes proposent des cours de langue pour les enfants. Les prix peuvent varier du simple au triple. Renseignez-vous sur les prestations avant de vous lancer. Certains pourront vous proposer un cours gratuit afin de vous convaincre. Sinon, faites marcher le bouche à oreille en sollicitant les autres parents de votre école. France Inter, il est 7h16. Bonjour Nathalie Fontrelle. Bonjour. Vous êtes donc à la rédaction d'Inter, spécialiste des questions environnementales, et nous fêtons aujourd'hui les 30 ans du Conservatoire du Littoral. Depuis 1975, l'établissement public a protégé quoi? À peu près 10% du linéaire côtier du béton? Oui, ça représente 800 km de rivage. Alors dans les années 70, la Côte d'Azur avait déjà sacrifié sa côte à l'urbanisation, et c'est pour éviter que le littoral français ne devienne un mur de béton que le Conservatoire a été créé. Il rachète depuis les terrains grâce à des fonds publics. Et j'imagine qu'il n'est pas facile pour les communes de choisir entre la protection des paysages et les retombées économiques générées par l'urbanisation. Non, évidemment, mais elles se rendent compte que le vert peut valoir de l'or et que la nature attire les touristes. Et c'est souvent de plus en plus et à la demande des communes que le Conservatoire agit. C'est le cas par exemple de l'île Tristan dans le Finistère. C'est en face de Douarnenez, une île auparavant privée, mais les propriétaires avaient du mal à financer son entretien. La mairie a appelé le conservatoire au secours. Monique Prévost est le maire de Douarnenez. Il y a de nombreux promoteurs qui se sont fait connaître et je pense qu'on aurait eu une résidence de luxe, des hôtels ou voilà. Quelque chose qui du coup était aussi un peu confisqué parce que l'avantage quand même de cette situation, c'est que l'île fait partie du patrimoine commun
et que les douarnennistes y ont accès. Ils ont été très surpris les premières fois qu'on a fait des portes ouvertes parce que très peu de douarnennistes étaient venus sur l'île. Et il y a eu un engouement très fort et je pense que ça aussi c'est important que cet espace qui est assez magique ne soit pas réservé à une élite, à un petit groupe de personnes. Et tous les terrains, Nathalie Fontrelle, acquis par le conservatoire sont effectivement ouverts au public. Et ils sont très fréquentés. Imaginez 30 millions de visiteurs par an. Ça devient d'ailleurs problématique parce que l'entretien coûte de plus en plus cher. Marie Bonnet est la directrice adjointe du Conservatoire du Littoral. On est aujourd'hui propriétaire de 75 000 hectares. On ambitionne d'avoir atteint plus de 200 000 hectares en 2050 et on a des travaux d'aménagement et de réhabilitation extrêmement importants sur ces terrains. Et ça relève de la responsabilité du conservatoire. Et bien évidemment, plus les surfaces détenues, plus le patrimoine du conservatoire s'étend, plus ces travaux d'aménagement coûtent et mobilisent notre budget. Aujourd'hui, sur un budget d'acquisition d'à peu près 18 millions d'euros, on en a 7 qui sont consacrés aux travaux d'aménagement. Mais justement, n'est-il pas dommage d'aménager des espaces sauvages ? Oui, sans doute, mais sinon le verre devient victime de son succès. Il faut donc recourir au génie écologique, comme il existe le génie civil. Il y a un exemple célèbre, c'est la Pointe du Raz. Denis Bredin est le délégué du Conservatoire du Littoral pour la Bretagne. Quand on acquiert des sites très dégradés, c'est le cas par exemple de la Pointe du Raz, bien évidemment on se doit de faire quelque chose. Il n'y avait plus du tout de végétation à la pointe, vous aviez un grand parking, vous aviez cité commerciale et tout autour, même plus un réseau de sentiers, vous n'avez plus de végétation, on avait la Roche-Mère à nu. Donc le choix a été de créer ex nihilo des sentiers pour que les gens soient quelque part guidés par le confort, pour éviter d'avoir envie d'aller en dehors de ce sentier. Un phénomène très simple, c'est quand vous êtes sur un sentier avec des flaques d'eau, vous évitez la flaque d'eau. Si votre sentier n'est pas bien drainé, petit à petit, vous n'avez pas un sentier d'1,50 m de large, mais 3 mètres, 4 mètres et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du savoir-faire qu'il a fallu acquérir, comment traiter les passages d'eau pour avoir des sentiers qui soient confortables et qui évite que les gens n'aient la nécessité d'en sortir. Bien évidemment, il y a une certaine artificialisation. Mais le constat, c'est qu'actuellement, depuis 10-15 ans, avec une fréquentation qui a augmenté sur le littoral 2, 3, 4, voire 5 fois dans certains secteurs, en termes de nombre de personnes, vous avez des sites en meilleur état qui accueillent plus de personnes. Et comment le conservatoire finance-t-il la protection du littoral et l'accueil du public ? Un budget est voté tous les ans par le Parlement, un budget qui n'est pas toujours d'ailleurs à la hauteur des enjeux. Les dons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez léguer des sites. Les entreprises privées, 9 fondations, Total, EDF ou encore la Banque Populaire aident le conservatoire. Et puis ça c'est nouveau, la vente de produits partage. C'est le cas cette année avec la société Armor Luxe qui va commercialiser un t-shirt estampillé Conservatoire du Littoral et qui versera 1 euro par t-shirt vendu, une somme destinée à financer l'aménagement de l'île Tristan dont on parlait tout à l'heure. Et c'est tout ça qu'on appelle le mécénat écologique. Oui, alors la question c'est de savoir quel est l'intérêt, évidemment, pour l'entreprise. Réponse du PDG d'Armor Luxe, Jean-Guy Lefloc. Notre intérêt est bien sûr avant tout commercial, mais au second degré, il est quelque part aussi éthique. On milite dans l'entreprise depuis 60 ans pour faire vivre des gens ici en Bretagne et avec le conservatoire, on a trouvé un vecteur de communication qui nous permet de vendre, j'espère, plus demain qu'aujourd'hui. Parce que vos produits sont plus chers ? Alors, nos produits sont fabriqués essentiellement en France, donc ils sont forcément plus chers que les produits chinois. Mais le consommateur a besoin quelque part aussi d'afficher son credo, ses croyances, et le fait d'afficher un t-shirt fabriqué à Quimper avec en plus le logo du Conservatoire du Littoral, c'est bon, il aime bien, il achète et voilà, tout le monde s'y retrouve, l'entreprise, la marque et le conservatoire. Et si vous avez envie de visiter sur le papier avant d'aller sur le terrain, un très beau livre vient de paraître. Le Conservatoire publie cet ouvrage qui a pour titre aux éditions Gallimard, qui a pour titre Le Tiers sauvage, livre publié pour fêter ses 30 ans. C'est un livre qui est préfacé par Éric Orsena, signé de Éric Fotorino, avec des photographies Nathalie Fontrelle qui sont magnifiques. Elles sont magnifiques et les textes sont très beaux aussi. Les 30 ans du Conservatoire du Littoral, c'était une enquête de Nathalie Fontrelle. Le mot de la fin ce soir, c'est quand on aime, on ne compte pas. En Chine, un litchi était vendu 67 000 €. Bon, il provient d'un arbre 4 fois centenaire qui autrefois a servi à nourrir les empereurs de Chine. Celui ou celle qui a acheté ce litchi est vraiment très attaché à l'histoire. C'est un fruit de la passion qu'il vient d'acquérir.
J'ai rencontré un genre de sorcier, tu vois, qui peut te faire devenir milliardaire. Faut juste lui donner 200 € un soir de pleine lune. Ouais. Et moi, je connais un conseiller Info Énergie qui m'a démontré qu'en installant une nouvelle chaudière, on pouvait économiser jusqu'à 30% de sa facture de chauffage. Ça fait justement à peu près 200 € par an. Tu vois, ça, c'est pas sorcier. Hein. Défense du service public en France, c'est classique, vous le savez, il y a les pour et les contre, ceux qui estiment que les fonctionnaires payés par les contribuables ne sont pas à plaindre, loin de là, et sont là pour servir le public, et puis ceux qui pensent que les revendications sont légitimes. Quelques réflexions recueillies hier dans les rues de Paris par Brunissante Desordons. C'est une bonne chose qu'ils fassent la grève, parce qu'il ne faut pas se laisser faire, mais bon, après c'est sûr que pour nous c'est pénible, mais je le comprends, je sais pas, ça m'embête pas tant que ça en fait. Et matériellement, des fois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais j'arrive toujours à me débrouiller. Si je le sais à l'avance, il n'y a pas de problème. Bon, je prends pas ça mal du tout, quoi. Défendre le service public en faisant grève, je trouve ça un petit peu contradictoire, puisque justement, il y a une notion de continuité dans le service public. Donc, il faut que les usagers puissent, à tout moment, se servir du service public, justement. Si le droit de grève est inscrit dans la Constitution, les abus ne le sont pas. Et par conséquent, il faut quand même penser aux usagers. Il faudra instaurer tôt ou tard un service minimum, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit pris en otage. Les Français dans le monde. Marie-France Châtelain-Roche. Bonjour à tous. Marie Lebègue a 35 ans, mère de 3 enfants. Elle est expatriée depuis 1996. Elle a vécu avec sa famille de nombreux déménagements à travers le monde, dû aux différents chantiers de son mari ingénieur. Une vie passionnante, faite de découvertes sur fond de grandes capacités aux adaptations. Il y a quelques années, grâce à Internet, Marie, qui était alors aux Émirats Arabes Unis, rencontre Claudia, italienne au Pérou. Ensemble, elles décident d'offrir à toutes les femmes expatriées dans le monde, quelle que soit leur langue, de participer à un véritable échange multiculturel, projet qui donne naissance à expatclick.com. Marie Lebègue est notre invitée. Les premières expatriations sont les plus difficiles. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que notre première expatriation était en Angleterre du Nord et c'était réellement la plus difficile, avec des moments de solitude et des chocs culturels. Pourtant, les Anglais sont nos voisins. Bon, qu'on soit dans une petite ville ou une grande ville, la solitude de la femme à l'étranger est la même. Le mari a des horaires qui sont souvent beaucoup plus importants qu'en France et doit recréer un réseau social qui est loin d'être évident. Et bon, il y a aussi la barrière de la langue, puisque malgré mon anglais scolaire, je suis arrivée en Angleterre et j'avais énormément de mal à m'exprimer. Donc, dans tous les pays, il faut s'adapter à la langue, il faut apprendre un minimum de mots pour arriver à dépasser ça. Et puis, il y a un moment donné où on doit quand même rencontrer des compatriotes. On doit, parce qu'on doit être capable d'avoir une conversation sans réfléchir, de parler de tout et de rien. Et beaucoup de femmes à l'étranger vivent cette solitude, même si après, elles doivent franchir le pas de la socialisation, effectivement. Donc l'Angleterre pour commencer, ensuite ? Voilà, ensuite la Côte d'Ivoire, 10 mois. Je suis tombée enceinte et donc j'ai dû repartir en Angleterre pour 11 mois où j'ai donné naissance à ma première petite fille. Ensuite, je suis arrivée en Grèce où là, pour une fois, nous sommes restés 2 ans et demi. Donc là, c'était pour nous toute une vie. Et où j'ai eu mon 2e enfant, puis les Émirats, 3 ans. Alors là, c'était vraiment la période idéale, 3 ans, c'est vraiment très bien. J'étais repassée en Angleterre avant. Et ensuite, après les Émirats, la Turquie, avec ma dernière petite fille, là, qui a 11 mois. Donc Izmir n'est pas ni Istanbul ni Ankara, c'est la palissade, pardonnez-moi, mais je veux dire par là, c'est des difficultés pour les enfants qui sont à scolariser. Le problème de l'école française s'est réellement posé pour vous. Et encore, on a la chance d'être français. Donc, en étant français, quand même, les établissements français sont très représentés à l'étranger. Mais Izmir n'a pas d'école française. Il y a une école française qui est pour les élèves turcs avec un certain quota d'heures françaises, mais qui n'est pas du tout calqué sur le système d'éducation nationale française. On avait fait le choix au préalable de toute façon de les scolariser en école anglophone. Et on a eu cette chance puisque quand on est arrivé à Izmir, mes enfants ont commencé leur scolarité en école turque avec 12 heures d'anglais, mais ensuite l'OTAN a installé son quartier général à Izmir et donc ils ont ouvert en 2 mois de temps une école internationale. Donc mes enfants ont eu la chance
vraiment une véritable chance de pouvoir continuer leur scolarité en école internationale. Et l'école est effectivement un vrai problème. Il faut trouver à chaque fois le pays avec l'école, avec... C'est pas toujours facile, effectivement, à concilier avec les contrats de votre mari. Marie Lebec, comment se vit, avec la succession d'expatriations différentes que vous avez vécues, l'annonce d'un nouveau départ? L'excitation. Faut quand même avouer que ce genre de vie nous plaît. Maintenant, c'est devenu un vrai mode de vie. C'est plus, contrairement à la toute première expatriation où j'étais tout de même contente de partir, on n'est plus du tout dans un état de souffrance maintenant. On est content de partir, il y a une excitation, et puis après il y a l'angoisse. L'angoisse de la durée, puisqu'on est toujours sur des périodes assez courtes. Donc, est-ce qu'on va rester une année scolaire? Est-ce qu'on va rester de septembre à juin? Est-ce qu'on va trouver une école? Et puis sinon, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde en 5 minutes tous les soirs. Mon mari a reçu une proposition il y a 2 semaines pour le Vietnam. On s'imagine partir en Asie, et puis après on revient en Europe, et puis on repart ailleurs. Enfin. Et puis après, il faut préparer. On déménage. On appelle le déménageur, on fait les cartons, puis on part. Il n'y a plus de stress, plus de panique, comme ce que vous avez pu vivre au départ? Vous parliez de souffrance. Voilà. L'expérience aide beaucoup. Et c'est là où l'intérêt d'apporter son expérience à d'autres femmes expatriées est important via le site internet expatclick.com. Que vous avez créé il y a combien de temps maintenant? 4 ans. Qui était l'idée de base était de trouver des informations pour mon mari qui partait en contrat local, donc il fallait trouver des informations pratiques sur les Émirats Arabes Unis pour du genre. Le prix des logements, le prix de l'essence pour avoir une idée du coût de la vie, des aliments, de l'école, savoir combien mon mari devait négocier pour arriver à vivre confortablement arriver à vivre normalement aux Émirats et que ça vaille le coup de partir. Étant entendu, on peut le rappeler qu'il n'avait pas de département de ressources humaines pour s'occuper de ce genre de choses pour lui. Donc il fallait que vous rassembliez ces informations pour lui. Il a la chance d'avoir une femme. Donc ce site expatclick.com, Marie Lebec, en quoi se différencie-t-il des autres? Il y a des sites d'expatriation féminin qui se sont créés. Qu'est-ce que vous proposez que les autres ne proposent pas? Comment avez-vous réussi à trouver un peu votre spécificité? L'idée majeure, en fait, est que c'est un site fait par des expatriés pour les expatriés. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toutes expatriées ou avons été expatriées, et certaines d'entre nous sont en France mais vont être en partance pour d'autres pays, donc on fait un passage court en France. Et donc c'est vraiment un échange d'expériences. Donc que ce soit, nous sommes une base de rédactrices, de 18 rédactrices françaises, italiennes et anglaises, puisqu'en plus le site existe en plusieurs versions. Et tous les mois, nous apportons au travers d'articles nos expériences sur un côté pratique et un quotidien de la vie à l'étranger. Et les internautes apportent leurs expériences également. Et la grande différence, c'est que nous sommes toutes bénévoles. C'est une association française de loi de 1901. Nous travaillons toutes bénévolement tous les mois pour faire tourner le site. Et nous sommes gratuits. Ce qui est de plus en plus de sites sont payants. Et vous allez pouvoir le rester longtemps, vous pensez? Gratuit, oui. Le tout maintenant est de trouver des sponsors pour arriver à... Parce qu'en fait les besoins sont pas énormes. À partir du moment où nous sommes une équipe bénévole, il faut arriver à... On a développé le site avec un webmaster au Maroc, donc il faut rentrer dans nos frais et payer après tout ce qui est frais techniques et communication pour arriver à faire connaître, à échanger plus avec d'autres familles expatriées. Alors, cette expérience de site a été récompensée, entre guillemets. Vous avez été lauréate du prix Trophée Femmes 3000. Qu'est-ce que cet honneur vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis de passer à une vitesse supérieure ou c'était vraiment une reconnaissance, comme les femmes qui vivent à l'étranger ont besoin de ce genre de choses? Il y en a beaucoup et qui font des choses magnifiques et dont on n'entend pas parler, et vous en faites partie. Déjà, l'intérêt était pour une fois qu'on parle des femmes à l'étranger, puisque souvent on a le portrait de la femme expatriée qui est avec une tasse de café sur le bord de la piscine. Donc là, grâce à Femmes 3000 et à leur projet d'initiative à l'étranger, ça a permis de faire ressortir des femmes qui sont à l'étranger et qui font des choses vraiment très intéressantes, que ce soit dans l'humanitaire, dans le culturel ou dans l'économique. Donc c'était une vraie reconnaissance pour les femmes à l'étranger, et ça nous concernait puisqu'on traite justement toutes les femmes à l'étranger.
Oui, c'était très agréable en fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du Sénat, au niveau des sénatrices aussi des Français à l'étranger, parce qu'on a pu rencontrer les sénatrices des Français à l'étranger. L'histoire de la musique en Occident, une évolution remarquable. Bonjour. Je vais essayer, à travers cette conférence, de vous montrer, de vous décrire les principales évolutions de la musique que nous connaissons en Occident depuis le Moyen Âge. Tout d'abord, il est évident que les débuts de cette histoire, de cette évolution, sont marqués par le chant grégorien, monophonique, qui accompagnait les bâtisseurs de cathédrales autour de l'an 1000. Tous les chanteurs et chanteuses interprétaient alors une seule et même voix. C'est ce que l'on appelle un chant monophonique. À cette époque, la musique revêtait essentiellement un caractère sacré, et donc de nombreuses œuvres étaient composées dans le but de pouvoir être chantées dans les églises et de célébrer la passion du Christ. Un peu plus tard, à l'époque baroque, apparut le chant polyphonique. Désormais, plusieurs voix superposées étaient chantées par des groupes de chanteurs ou chanteuses afin de mettre au jour de nouvelles harmonies. Le chant polyphonique était né. Au début, il sonnait de façon étrange aux oreilles des prêtres et du public qui étaient habitués à la pureté du chant monophonique. Heureusement, rapidement des compositeurs ayant un grand sens de l'harmonie écrivirent des œuvres magnifiques permettant au chant polyphonique de toucher l'ensemble du public de l'époque. Un peu plus tard, à la Renaissance, puis à l'époque baroque, des grands compositeurs comme Vivaldi, Albinoni ou Pachelbel ont introduit de nouvelles formes d'expression musicale, comme le concerto grosso, l'ancêtre du concerto que nous connaissons aujourd'hui, sans oublier les débuts de l'opéra. Nous arrivons alors au XVIIe siècle et à la première moitié du XVIIIe, qui est largement occupée par Jean-Sébastien Bach. Il compose de nombreuses messes, des concertos et des œuvres pour instruments seuls qui permettent de découvrir toutes les ressources et la palette sonore du piano, de l'orgue, du violon, du violoncelle, etc. Bach a tellement apporté à la musique qu'il est souvent considéré comme le père de la musique classique occidentale. Un peu plus tard, Haydn et Mozart vont être les initiateurs et les représentants de la musique classique. Le premier est même l'inventeur de la symphonie. Il en a établi la structure et en a composé 104. Il est donc considéré comme le père de la symphonie. Son élève prodige, Mozart, a magnifié la nouvelle musique de cette époque en composant des œuvres sublimes et inspirées, habitées par la grâce divine. On pense naturellement au requiem, aux messes, aux opéras et nombreux concertos, aux sonates, etc. Mozart a énormément écrit pour le violon, le piano et pour son instrument préféré, la clarinette. Il est considéré, à juste titre, comme le compositeur incarnant ce qu'est la musique classique. Un peu plus tard, 14 ans après la mort de Mozart, apparaît le génie Ludwig van Beethoven. Avec Schubert et Weber, il appartient à la génération des compositeurs se situant entre le classicisme et le romantisme. Beethoven nous a marqués par ses brillantes symphonies, ses concertos et ses célèbres sonates pour piano comme l'Appassionata. Sa musique possède une architecture poussée, un niveau d'élaboration très élevé qui continue de fasciner les musicologues et les musiciens professionnels. Le grand chef d'orchestre, Erben von Karajan, a dirigé et enregistré de façon remarquable la musique de Beethoven. Celle-ci est humaniste, sublime dans son caractère universel et divin. On pense notamment à la 5e symphonie, dont le début évoque le destin. Un peu plus tard, au XIXe siècle, nous arrivons à l'époque romantique. Les opéras célèbres de Verdi et Wagner, la musique pour piano de Chopin et Liszt expriment à merveille les sentiments forts contenus dans le romantisme allemand
ou italien. On notera au passage que la fameuse tétralogie de Richard Wagner s'inspire de thèmes issus de la mythologie allemande et scandinave. L'époque romantique, dans sa problématique, n'est pas déconnectée de la dimension métaphysique, existentielle, chère au mythe de l'Antiquité. La musique de Chopin ou de Liszt au piano sont des exemples remarquables de l'expression sous forme artistique du sentiment individuel à l'époque romantique. En France, on pense à Berlioz avec sa symphonie fantastique qui marque le début de l'époque romantique. Ce qui est remarquable à cette époque, c'est l'intensité émotionnelle qui se dégage de ses œuvres. Rarement la musique aura été aussi grandiose et intense à la fois. Il est intéressant de savoir que Wagner se destinait au départ au théâtre, mais qu'après avoir entendu le Freischütz de Weber, il fut tellement impressionné et fasciné par cette œuvre qu'il décida de devenir compositeur pour pouvoir se consacrer à la musique. Cela explique sûrement le côté théâtral de ses œuvres. Verdi, quant à lui, a porté à son apogée le romantisme italien, et les thèmes fédérateurs de ses opéras, comme dans Nabucco, ont montré le caractère universel du romantisme. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, nous approchons de l'époque contemporaine. Des compositeurs comme Dvorak, Tchaïkovski ou Stravinsky sont les dignes représentants de cette époque charnière. Dvorak compose la célèbre symphonie du Nouveau Monde, qui annonce beaucoup de nouvelles choses, tandis que Stravinsky, avec son Oiseau de feu, est probablement la quintessence de l'époque post-romantique. À la même époque, avec Claude Debussy, la musique devient de plus en plus impressionniste. Ce qui se passe dans les peintures de l'époque se retrouve donc progressivement dans la musique. Plus tard, au XXe siècle, Olivier Messiaen sera l'héritier de cette tendance. Toute cette période apporte de nouvelles couleurs, de nouveaux mélanges audacieux au niveau harmonique, dans le but d'innover musicalement et de produire une musique descriptive où les images se mêlent aux sentiments. Des pièces musicales comme La Mer ou Clair de lune sont de bons exemples de la musique impressionniste de Debussy. Avec Tchaïkovski, la musique de ballet se développe. Le Lac des Cygnes l'illustre bien. Une nouvelle place, non négligeable, est donc accordée à la danse. En avançant à l'intérieur du XXe siècle, deux tendances évoluent en parallèle. La musique classique continue à se développer en proposant de nouvelles incursions sonores, tandis que le blues et surtout le jazz occupent une place prépondérante. Ce dernier va se développer et évoluer de façon remarquable au cours du XXe siècle. C'est probablement le courant musical majeur du XXe siècle. En effet, de même que la musique classique a marqué et caractérisé l'Occident pendant plusieurs siècles, le jazz marque et caractérise le XXe siècle. Du swing des années 20 au bebop et au cool, c'est toute une aventure qui se dessine et marque le peuple comme les musiciens. DALF C1, examen blanc numéro 2, deuxième partie. Flash d'information et publicité. Bonjour, vous êtes à l'écoute de France Info. Il est 20h. Le journal vous est présenté par Thibaut Andreau. Bonsoir. En Équateur, 3 corps d'alpinistes ont été retrouvés 20 ans après sur les flancs enneigés du volcan Chimborazo. Ils auraient à l'époque été victimes d'une avalanche. Des guides de montagne les ont découverts lors d'une ascension de ce volcan éteint qui culmine à 6310 mètres dans la cordillère des Andes. L'avalanche se serait produite entre 1994 et 1995 et les corps congelés ont été retrouvés accompagnés de sacs à dos contenant des équipements de montagne et des appareils photo à pellicule. Dans le reste de l'actualité internationale,
La bourse de Wall Street a chuté fortement lors de son ouverture ce lundi matin. Le Dow Jones et le Nasdaq ont baissé respectivement de 6 et 8%, entraînant la chute des bourses asiatiques et européennes. Shanghai enregistre une baisse record de 8%. Nous avons tous les ingrédients pour assister sur les marchés mondiaux à la pire journée depuis 5 ans, a déclaré Evan Lucas. La dévaluation inattendue du yuan à Pékin n'a fait que renforcer l'inquiétude des investisseurs sur les marchés financiers. Elle a été interprétée comme un effort désespéré de la part des autorités chinoises pour relancer les exportations et donc l'économie chinoise. En France, c'est progressivement le retour à la normale après les graves intempéries qui ont touché le sud. Le Languedoc-Roussillon a subi hier de violents orages qui ont provoqué des pluies torrentielles et des inondations. Le Lèze a débordé en seulement 40 minutes à proximité de la nouvelle mairie de Montpellier. Un couple d'octogénaires qui circulait en voiture a été emporté par les eaux. Le trafic des trams a été interrompu pendant plusieurs heures. Publicité. C'est l'heure de prendre un bain. Avec le nouveau gel douche Maxi Générescence, goûtez au plaisir unique d'une mousse très relaxante qui sent bon l'exotisme. Vous allez vouloir rester dans l'eau. Vos sens vont s'éveiller tout en douceur et en volupté. Vivez maintenant l'expérience unique Maxi Générescence. Bonjour à tous, l'info du jour elle est plus qu'insolite puisqu'il s'agit d'une lettre arrivée chez son destinataire avec pas moins de 30 ans de retard. N'en déplaise à la poste qui se voit souvent critiquée à cause de ses délais un peu changeants. À bon entendeur. Ouh, il fait froid. J'en ai marre. Et cette facture qui ne cesse d'augmenter. Je vais devoir passer l'hiver à me les geler. Eh bien, fais comme moi, avec Direct Énergie, plus de problème, et plus besoin d'allumer la cheminée. Et voici les titres du jour ce soir, avec d'abord l'inquiétude des milieux économiques face à la montée dans les sondages à l'élection présidentielle du candidat Jean-Luc Mélenchon. Les experts ne le considèrent pas assez armé pour faire face à la crise. Et ensuite, les transports aériens au bord de l'explosion avec plus de 1600 emplois en danger. Retour sur la situation tout à l'heure avec Marie Charmant. Et puis les parkings devenus beaucoup trop coûteux et boudés par les conducteurs, faut-il repenser leur système ? Et enfin, nous nous intéresserons au secret du cerveau. Le QI ou quotient intellectuel est souvent calculé chez les enfants, mais aussi maintenant pour le recrutement des salariés. Alors, ces tests sont-ils vraiment fiables ? Enquête dans notre rubrique L'œil du 20h. C'est pas facile, hein. Quand vous allez sur le quai et puis que vous attendez pendant 1 heure, 2 heures, c'est pas le tout d'aller au travail sur Paris, mais après il faut rentrer le soir. C'est bien de protester pour avoir gain de cause de quelque chose, mais c'est malheureux de pénaliser donc tous ces gens qui veulent travailler. Parce que oui, il y a un bus de remplacement, mais enfin, il y a 500 personnes qui rentrent dans un RER, il n'y a pas 500 personnes qui rentrent dans un bus, quoi. Je suis pour. Vous êtes pour ? Ouais, parce que s'ils font la grève, je pense que c'est justifié en fait. Oui, ça a été très handicapant parce que hier, je n'ai pas pu aller travailler. Malgré qu'ils avaient prévu un train sur 5, je ne pense pas que c'était vraiment le cas. J'ai beaucoup galéré, je suis quand même arrivée au travail. Et leur service minimum, je ne sais pas s'il a réellement été mis en place, mais en tout cas, ça ne s'est pas vu. C'est vrai que ça pose un problème pour les gens qui vont travailler. Et on comprend tout à fait leurs revendications. Mais c'est vrai que la ligne B, maintenant, ça devient effrayant, quoi. C'est pas possible que ça revienne aussi souvent, sans qu'on d'ailleurs on sache très bien de quoi il s'agit, sans qu'il y ait une sorte de raison assez fondatrice dans l'entreprise elle-même.